excusez, je vais laisser la parole au public par la suite, mais je vais passer la parole à Monsieur Jean Riachi, qui est PDG de la banque d'affaires FFA. Alors, Monsieur Riachi, vous êtes connu pour être un cas un peu à part dans le paysage bancaire de ces dernières années, parce que depuis le début de la crise, vous avez émis des opinions qui prenaient un peu le contre-pied de la position officielle de la BDL, d'une grande banque libanaise, et certains de vos pairs, je pense, avaient été dérangés par vos prises de position en faveur de la restructuration du secteur, en faveur du défaut sur la dette souveraine, et j'en passe. On vous a même surnommé, paraît-il, le banquier rouge. Alors, je ne sais pas si C'était c'est dans vrai. le monde. C'était dans le monde. Ah ben voilà. Nous sommes donc curieux de vous entendre sur la problématique formulée dans ce panel. Vous avez la parole. Merci. D'abord, merci à l'Université Saint-Joseph, le doyen, monsieur le recteur, madame la ministre, et à vous tous d'être là. Sur la question du banquier rouge, non, je suis un vrai capitaliste. Et justement, c'est parce que je suis un capitaliste que je n'accepte pas la socialisation des pertes. Mais le sujet du plan de redressement fait l'objet d'un panel qui vient. Je voudrais juste répondre à mon ami Riyad, que j'aime beaucoup par ailleurs, qu'il vaut mieux des gens qui n'ont rien au Liban parce qu'ils réfléchissent sans être en situation de conflit d'intérêts que des gens qui ont des intérêts au Liban. Je pense que ça, c'est important. Ce matin, bah, ce, ce, ce matin, tout à l'heure, tu, tu répondras tout à l'heure. Ce matin, en me réveillant, je ne sais pas pourquoi, pour la première fois de ma vie, j'ai été inspiré de faire un poème en arabe. J'avais toujours zéro à l'école en arabe. كان يا مكان في قديم الزمان لم تكن المصارف مجرد ATM وعند المدير قهوة بالفنجان كنت تشعر بالأمان قروض شيكات وبطاقات ائتمان وحسابك بالدولارات باليان. Le problème, c'est que nous n'avons plus de banques. Les banques sont devenues des ATM et c'est ça la vraie problématique. L'économie ne pourra pas redémarrer sans un secteur bancaire sain, humanisé et remis à sa juste place, c'est-à-dire à sa juste taille. Et donc, mais ça reste le panel. Moi, on m'a posé une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation du professeur, mais je n'ai pas moi du tout cette sophistication. Je pense en termes financiers et très simples. La question c'est est-ce que les banques sont en cessation de paiement ou en faillite? Ce qui est clair pour tout le monde, on a beau m'expliquer l'inverse, que depuis octobre 2019, un client qui va à la banque retirer son dépôt en dollars de la banque, soit en billet de banque, soit il veut le transférer à l'étranger, je rappelle que ce sont des dollars, on lui dit non. Donc, a priori, les banques sont en cessation de paiement. Cela dit, euh, à en leur faveur, on va dire que, je ne sais pas si tout le monde le sait, il y a environ 100 milliards de dépôts dans les banques libanaises, c'est-à-dire enregistrés au passif des banques libanaises. Donc les déposants sont les créditeurs. Sur ces 100 milliards, aujourd'hui, mais la situation est la même depuis 3 ans, il y a 85 milliards qui sont à la Banque du Liban. Donc, on nous dit ils ont prêté à l'État, ils sont mauvais. Non, ils n'ont rien prêté à l'État. Il n'y a que 10 milliards d'eurobonds. Je parle du bilan en dollars. Le bilan en libanais, de toute façon, par la dévaluation, ça ne vaut plus rien. Mais en dollars, il n'y a que 10 milliards qui sont prêtés à l'État. Donc le vrai problème, c'est les 85 milliards qui sont placés à la Banque du Liban. Donc, portefeuille de crédit, il n'y a pas non plus beaucoup de pertes. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2019? La Banque du Liban a tout nié et elle a proposé un marché aux banquiers. Et c'est un marché qui était implicite et explicite. Je n'étais pas à les réunions, mais il y a eu une réunion avec des banquiers, je pense, du board, où le gouverneur de la Banque du Liban leur a dit, ne vous inquiétez pas, tous vos besoins en dollars, je vais vous le couvrir, mais au Liban, je ne vous transfère rien à l'étranger. OK? Donc, et il a dit aux banquiers, et vous, vous faites la même chose avec vos clients. Et comme ça, personne n'est en faillite. Ce qui est très intéressant et que personne ne suit vraiment,
c'est d'écouter Riyad Saleh parler à la télévision. Parce qu'il dit des choses qui parfois paraissent absurdes, mais qui ne sont pas dans, dans son état d'esprit. Il faut les comprendre. Par exemple, il dit أنا هديت السيستم النظام النظام أصله هديت النظام المصرفي مش النظام السياسي. Comment هديته لأنه عم بعطيهم je leur donne des dollars mais ce ne sont pas des vrais dollars. Et moi, c'est un discours que j'ai entendu de la part de banquiers au tout début parce que j'avais de longues discussions. C'était tous des amis. Il y en a qui ne me parlent plus. Je disais, mais ça ne peut pas continuer. Il me disait, mais si, les dollars au Liban restent au Liban. Le problème, c'est que le dollar au Liban vaut aujourd'hui 12 cents pour un dollar. Et demain, il vaudra zéro, je vous le garantis. Un des arguments que me donnaient notamment des avocats, c'était l'histoire, la fameuse histoire du chèque. Ils me disaient, mais c'est pas grave, en droit libanais, le chèque est libératoire. Et donc, c'était l'argument utilisé par les banques. Pour un financier, c'est un défaut pur et simple. Moi, si j'ai des dollars que je n'ai pas le droit de payer avec mes dollars quelque chose à l'étranger, on n'est pas en train de me rembourser mon argent. Et donc, c'est mon avis en financier, c'est aux tribunaux et aux juristes de résoudre le problème de savoir si le chèque est libératoire. Mais ça, c'est la réponse que j'avais faite aux avocats qui prétendaient cette chose. J'ai dit, mais vous imaginez un peu, si on commence à dire que dans la loi libanaise, hein, si quelqu'un transfère des dollars, on a le droit de les lui rendre par chèque ou en libanais, et on n'est pas du tout obligé de le transférer, il n'y aura plus jamais un dollar qui viendra au Liban. Certainement qu'il y a quelque chose de faux, mais je laisse les juristes répondre. Les conséquences ont été désastreuses. L'absence de reconnaissance de l'état de faillite des banques en octobre 2019 a conduit à ce qu'il y ait 35 milliards de dollars payés à des créditeurs étrangers. Vous vous imaginez pourquoi? Parce que cette théorie de aucune banque ne va faire faillite, elle marche pour le pauvre petit déposant libanais. Mais elle ne marchait pas pour les banques étrangères qui avaient des dépôts ou qui avaient avancé des crédits, des L6 ou des choses comme ça, ou des dépôts fiduciaires à des. Donc, il a fallu les payer, et notamment euh, euh, les payer par les réserves propres des banques, qui ont dû payer de leurs réserves qui étaient avec les correspondants étrangers, mais aussi la Banque du Liban, qui a fait une exception et qui a payé à certaines banques, on parle de 8 à 9 milliards qui ont été payés à certaines banques pour qu'elles puissent payer. En tout cas, bon, c'est l'affaire sur laquelle était la juge Ronde. Vous en pensez ce que vous voulez, mais à mon avis, c'est de ça dont il s'agit. Il y a une autre chose qui s'est passée. Certaines banques, on leur a libéré des dépôts en livres libanaises qui étaient bloqués à long terme. On leur a donné des billets de banque en livres libanaises pour qu'ils aillent acheter des dollars chez les changeurs. Et c'est là où on voyait le dollar passer de 6 000 à 10 000. Donc, en refusant de reconnaître la cessation de paiement, on a privilégié les créanciers étrangers, dont certains n'ont rien d'étranger, ce sont des Libanais qui ont des comptes fiduciaires dans des filiales de banques libanaises en Suisse, au détriment du Libanais. C'est l'inverse de ce qu'a fait l'Islande. L'Islande a fait cessation de paiement, elle a privilégié ses résidents, ses nationaux, et elle a dit aux étrangers, vous avez joué, vous avez perdu, parce que c'est ça. Apparemment, toute cette histoire est remise en cause par les jurisprudences au Liban et à l'étranger. On a parlé du cas à Londres, alors que le premier avait, si je pense bien, avait jugé en faveur du chèque étant libératoire. Mais le deuxième tribunal a dit que non, ce n'était pas possible. Récemment, le gouverneur de la Banque du Liban a envoyé un courrier à l'association des banques en leur disant de façon très confuse, en parlant de paralysie d'efforts, que finalement les 85 milliards de dollars qui étaient chez lui, enregistrés chez lui, oui, il pouvait les rendre en livres libanaises. Bon. Si la BDL peut rendre les 85 milliards de dollars en livres libanaises et que les banques doivent les rembourser en dollars, les banques sont en faillite. Si la BDL doit rembourser ces 85 milliards de dollars et qu'elle ne les aide pas, alors la BDL est en faillite et donc les banques sont en faillite. Et
si on continue à ne pas vouloir trancher ce débat juridique et faire ce qu'il faut, il y a des règles comptables. Ces règles, ce sont les règles IFRS, notamment IFRS 9, qui imposent aux banques de prendre des provisions de 60 milliards de dollars au moins. Si elles les prennent, elles sont en état d'insolvabilité, donc elles sont en faillite. Le seul cas où les banques ne sont pas en faillite, le seul scénario, c'est si on continue ce qu'on fait maintenant, protection des tribunaux, mais je pense que c'est là où ça va bouger. Banque du Liban complice, et qui dit on continue, shadow plan, AFRS vous oubliez, vous payez vos déposants en livres libanaises avec un plafond mensuel, et puis on va continuer à se battre contre tous les plans de l'AMF. C'est des idiots, la preuve, ils n'ont pas d'argent dans les banques libanaises, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est vrai. Non, je plaisante. Grosso modo, en fait, c'est de ça dont parle la Banque mondiale quand il parle de deliberate depression et quand l'ONU a parlé de crimes contre l'humanité. Faire une mauvaise politique, c'est quelque chose. Refuser de le reconnaître et refuser de faire des plans de redressement, c'est beaucoup plus grave. Voilà, merci. Merci. Oui, 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 je vais juste voir, on va prendre quelques questions. On dispose de combien de temps, Madame le doyen? D'accord, on va prendre quelques questions. Monsieur Abaji, je vous donne la parole puisque vous souhaitez réagir à ce que Monsieur Riachi a dit et ensuite on prendra quelques questions du public. Alors, ma première remarque, c'est au sujet de ce que Jean, qui est un bon ami, a dit sur le deal qui avait été fait entre le gouverneur et les banques, qu'il a sauvé le secteur bancaire. Mais je ne comprends pas très bien. Les banques ont à la BDL 80 milliards de dollars, n'est-ce pas? Et il leur dit, mais je vais vous donner des dollars libanais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tirer sur les 80 milliards que je vous dois, vous donner des chèques. Donc il n'a rien donné du tout. Il n'a rien sauvé du tout. Non, parce qu'au début de la crise, il y avait des banques qui avaient en dollars locaux qui étaient emprunteuses. Et donc, mais comme c'est un circuit fermé, Mais elles sont très peu celles qui, parce que 80 milliards ne s'est pas fait comme ça euh, à la dernière minute. C'est, donc il était en train de leur dire, ben, faites des chèques sur moi, c'est tout. tout à Et fait, évidemment, tout à fait. il n'est pas en train de les sauver en leur disant, faites des chèques sur moi. Il leur doit 80 milliards. Évidemment qu'elles ont le droit de faire des chèques sur lui. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a dit. Mon deuxième point, c'est ce que le conflit